Nous allons aborder aujourd'hui les œuvres de deux grands penseurs de la démocratie moderne, Jean-Jacques Rousseau bien sûr, et puis Alexis de Tocqueville. Simplement pour donner quelques repères, Rousseau est né en 1712, il est mort en 1778, c'est donc un des grands philosophes du XVIIIe siècle. Tocqueville, on y reviendra tout à l'heure, est un penseur plutôt du XIXe siècle, évidemment, mais tous les deux sont des grands théoriciens de la démocratie moderne, et tous les deux ont des pensées sur cette démocratie moderne qui nous parle encore aujourd'hui, et c'est ce que je voudrais essayer de montrer dans les quelques minutes qui viennent. Rousseau d'abord. Rousseau est quelqu'un qui est tout à fait à part dans le XVIIIe siècle, dans le siècle des Lumières, parce que c'est un penseur qui est à la fois, on pourrait dire, hyper moderne et anti-moderne. Hyper moderne parce qu'il va être un des pères spirituels de la Révolution française, il va être un des grands penseurs de la démocratie dans ses versions les plus démocratiques, si je puis dire, de la démocratie participative, on dirait aujourd'hui. C'est un théoricien de la démocratie directe contre le régime représentatif, contre le régime libéral. Et en même temps, c'est aussi un des pères spirituels du romantisme, c'est-à-dire de cette réaction contre les Lumières, de cette réaction contre la modernité philosophique et politique, réaction aussi contre la Révolution française. C'est quelqu'un qui préfère la nature sauvage à la nature civilisée. C'est quelqu'un qui préfère la campagne à Paris. Il déteste la vie parisienne. C'est quelqu'un qui va poser finalement une question à travers ses livres qui est une question gigantesque, une question qui va ressurgir de manière extraordinairement profonde et cruelle avec le nazisme au XXe siècle. C'est la question de savoir si les progrès des mœurs, si les progrès des Lumières, les progrès de la raison, les progrès de la civilisation, comme on l'appelle au XVIIIe siècle au singulier et avec un grand C, sont des progrès moraux et politiques. L'idée de Rousseau, c'est que tout ce que développe la civilisation moderne, alors il exprime cette idée notamment dans une lettre, dans un texte qui va faire scandale, un discours qui s'appelle le discours sur les sciences et les arts, qui date de 1750. Eh bien, l'idée de Rousseau, c'est que ces progrès de la civilité, ces progrès des Lumières, de la raison, des sciences, des techniques, du luxe, de la richesse des sociétés modernes, eh bien, ne sont pas un progrès moral et spirituel, mais au contraire une régression. Il va reprendre ce thème dans un texte de 1758 qui fera scandale, qui est un texte très largement dirigé contre Voltaire et contre les autres philosophes des Lumières. Il est très particulier donc en ce siècle. Un texte de 1758 qui est la lettre à d'Alembert sur les spectacles. C'est une lettre, on y reviendra tout à l'heure, contre le théâtre. Mais on voit que Rousseau est donc une espèce de parenthèse, une espèce d'exception à l'intérieur de ce monde du XVIIIe siècle. Il est le premier à essayer de penser les difficultés des Lumières, le premier donc à s'opposer à ce grand courant du progrès. Et je disais qu'il va poser cette question que le nazisme reposera, à savoir, est-ce que ce progrès, ou ce qu'on appelle le progrès, est véritablement un progrès? En ce sens, il sera un des pères fondateurs aussi de l'écologie contemporaine qui va s'interroger elle aussi sur cette question de savoir si le progrès est véritablement un progrès et notamment si le progrès des sciences et techniques est véritablement un progrès sur le plan moral et politique. Il est donc en quelque sorte l'opposé absolu de Voltaire. Il est celui qui à la fois ferme la grande période du classicisme français, y compris sur le plan esthétique, là aussi nous y reviendrons tout à l'heure, et puis qui ouvre à cette réaction à la modernité, cette réaction contre la modernité qu'est le romantisme. Il faut d'ailleurs préciser que Rousseau est né à Genève. Il n'est donc pas, contrairement à ce que pensent toujours les Français, il n'est pas un philosophe français à proprement parler, c'est un Suisse. Il est protestant. Il aura une petite période de conversion au catholicisme, mais c'est une conversion qui est forcée, c'est pas une conversion qui vient du cœur, ni de l'esprit, c'est fondamentalement un Suisse protestant, et non pas un Parisien, non pas un philosophe comme Voltaire qui aime le luxe, qui aime la vie parisienne, et c'est un point évidemment important à noter, parce que culturellement, Rousseau est plus proche de l'Allemagne à certains égards que de la France. Alors, pour présenter sa pensée, je vais essayer de la reconstruire de manière un peu systématique, de manière un peu cohérente. C'est pas toujours le cas chez lui. C'est un immense écrivain, par ailleurs. C'est, à mon avis, un des plus grands écrivains de langue française. Mais je vais essayer de présenter sa pensée qui est très complexe, qui est très difficile, parfois très contradictoire. La présenter autour de 4 grands thèmes qui s'enchaînent les uns aux autres de manière extraordinairement puissante, extraordinairement profonde, extraordinairement cohérente. 4 grands thèmes, en commençant par celui qui est le plus fondamental, qui est la définition que Rousseau, dans le discours sur l'origine de l'inégalité
parmi les hommes, un discours qui date de 1755, un discours qui va faire lui aussi scandale, comme pratiquement toutes les œuvres de Rousseau, eh bien, il présente une définition de l'être humain, une anthropologie, on pourrait dire, qui est extraordinairement profonde. On en a vu les prémices lorsque nous avons étudié la naissance de l'humanisme à partir de Pic de la Mirandole, mais il faut peut-être y revenir parce que c'est sans doute le pilier de la pensée de Rousseau, le point nodal, la pierre angulaire à partir de laquelle tout le reste de l'édifice va se construire. Cette idée, elle est présentée dans le discours sur l'origine de l'inégalité, cette définition de l'être humain présentée dans le discours sur l'origine de l'inégalité en 1755, et c'est à travers un débat qui est un débat classique à l'époque, un débat qui a été ouvert notamment par Descartes sur la différence entre l'humanité et l'animalité. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal ? Rousseau va répondre de manière très originale en écartant les réponses habituelles données par la tradition philosophique. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'humain et l'animal, se dit Rousseau? Ça n'est pas la raison, comme le pense par exemple Aristote, en définissant l'humain comme l'animal rationnel ou l'animal raisonnable. Non, ça n'est pas la raison qui fait la différence entre l'humain et l'animal, parce que, on le voit bien, certains animaux sont intelligents, il y a évidemment une intelligence animale, certains humains en revanche sont parfaitement stupides, parfaitement idiots. Au fond, il n'y a de différence que du plus au moins à cet égard en termes d'intelligence et de raison entre l'humain et l'animal. C'est une différence qui est une différence quantitative mais pas qualitative. Là n'est pas l'essentiel pour Rousseau. Est-ce que c'est l'affectivité, la sociabilité, le langage? Là encore, Rousseau écarte cette réponse. D'évidence, certains animaux sont plus aimables, sont plus sociables que certains humains. Les animaux ne parlent pas sans doute, mais ils communiquent assez bien. Ça n'est pas l'essentiel pour Rousseau. Ni l'intelligence, ni la sociabilité. Ce qui fait l'essentiel aux yeux de Rousseau, c'est la liberté. C'est ce qui va appeler la perfectibilité, c'est-à-dire une définition de la liberté très profonde, très précise, très particulière, qui est un héritage de la Renaissance. On l'a vu présente déjà chez Pic de la Mirandole, mais Rousseau va lui donner une dimension qu'elle n'avait pas encore dans l'histoire de la philosophie, notamment dans ce petit texte du discours sur l'origine de l'inégalité. La liberté, Rousseau va la définir comme la capacité de s'arracher au déterminisme de la nature, comme la capacité de s'arracher à ce qui domine la vie des animaux, à savoir l'instinct naturel. Les animaux, dit Rousseau, sont totalement déterminés par l'instinct. Ils sont régis par la nature, et c'est ce qui fait qu'ils n'ont pas d'histoire. Ils se ressemblent tous. Tous les petits chats ressemblent à tous les petits chats, toutes les petites souris à toutes les petites souris. Alors que l'être humain, lui, il a cette capacité de s'arracher à la nature, il a une capacité d'écart par rapport à la nature, et Rousseau prend un exemple qui est assez frappant, c'est une métaphore, mais qui est très profonde. Il dit, voilà, imaginez un chat ou un pigeon qui sont affamés, qui meurent pratiquement de faim. Eh bien, dit-il, le pigeon est tellement programmé, il est tellement déterminé par son instinct de granivore qu'il se laisserait mourir de faim, posé sur un bassin empli des meilleures viandes, alors qu'il pourrait s'aviser d'en essayer, dit-il, il pourrait essayer de manger de la viande. Non, il est tellement programmé par son instinct de granivore qu'il ne peut pas s'écarter de la règle qui lui est prescrite par la nature. Ça, c'est la non-liberté de l'animal. En l'animal, l'instinct naturel parle tout le temps et très fort. Et puis, dit-il, un chat, pareil, comme le pigeon, il pourrait se laisser mourir de faim à côté d'un tas de riz ou d'un tas de blé, un tas de graines, parce qu'il est tellement programmé par son instinct de carnivore qu'il ne peut pas s'écarter de la règle qui lui est prescrite par la nature. Au contraire, dit Rousseau, l'homme est tellement peu programmé par sa nature qu'il peut commettre des excès. Voilà le fameux écart, c'est cet excès qui est le signe même de la liberté. Il peut commettre des excès jusqu'à en mourir. Il peut boire, il peut fumer, il peut commettre toutes sortes d'excès parce qu'il n'est justement pas entièrement déterminé par l'instinct naturel. Et c'est cet écart qui va lui permettre d'entrer dans ce qui va être le signe même de l'humanité, la caractéristique la plus propre à l'humanité, celle qui distingue vraiment l'humanité de l'animalité, à savoir l'histoire. L'être humain va avoir deux histoires, deux historicités, on pourrait dire. Il va rentrer dans deux histoires. L'histoire individuelle, ça s'appelle l'éducation. Et là, on peut remarquer en effet, c'est très puissant comme argument, on peut remarquer en effet que les animaux n'ont pas d'histoire, n'ont pas d'éducation. On peut prendre l'exemple de certains animaux qui n'en ont pas du tout, comme par exemple les petites tortues ou les petits crocodiles. On voit ces images aujourd'hui dans les documentaires animaliers. On voit ces images de petites tortues marines qui sortent de l'œuf et à peine sorties de l'œuf, elles savent tout faire. Elles savent
savent marcher, elles savent nager, elles savent se nourrir, elles savent trouver toutes seules la direction de l'océan. Elles n'ont absolument pas besoin de l'aide des parents. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elles sont totalement programmées par l'instinct naturel qui leur suffit comme guide. Au lieu que le petit humain va rester à la maison parfois jusqu'à 25 ou 30 ans, parce que sans l'aide des parents, sans l'éducation, il ne peut pas vivre, parce qu'il n'est pas programmé par la nature. Cette historicité, elle est liée, cette historicité de l'éducation, elle est liée au fait, pour Rousseau, que l'humain est libre, l'être humain est libre, il n'est pas entièrement déterminé par ce programme de l'espèce animale, par ce programme qui domine les individus appartenant à une même espèce dans le règne animal. Il n'est pas programmé, il n'est pas enfermé dans une espèce de logiciel, on pourrait dire aujourd'hui, et cette non-programmation, c'est sa liberté même, cet écart qui lui permet de commettre le mal, de commettre le bien aussi parfois, mais en tout cas de s'écarter de la règle de la nature, et c'est ce qui lui permet d'avoir cette histoire très particulière qu'est l'éducation. D'une manière générale, les animaux, même ceux qui ont une éducation ou un apprentissage, faudrait-il dire peut-être, ce serait plus juste, eh bien en ont très peu, ça dure très peu de temps. Et comme on vient de le voir avec les petites tortues, par exemple, eh bien il n'y a même pas d'apprentissage ou d'éducation donnée par les parents, au lieu que l'être humain sans l'éducation ne peut pas vivre. Et c'est une des raisons pour lesquelles Rousseau écrira ce grand livre de l'éducation moderne qui s'appelle l'Émile en 1762. Et puis, deuxième historicité qui est liée aussi au fait que l'humain est libre, qu'il n'est pas entièrement programmé par la nature, eh bien c'est l'historicité de l'espèce, l'historicité collective, c'est l'historicité de la culture et de la politique. Il y a donc deux historicités, une historicité individuelle, une histoire individuelle, celle de l'éducation, et puis une historicité, une histoire collective, celle de la culture, celle de la politique. Et là, on peut aussi donner un exemple qui distingue bien l'être humain de l'animal, là où les sociétés animales sont sans histoire. Les termitières, les fourmilières, les ruches, il y a des sociétés animales, mais elles sont les mêmes tout au long des siècles et des siècles, elles ne changent pas pendant des millénaires. Eh bien, lorsqu'on regarde l'équivalent humain de ces sociétés animales, les grandes villes humaines, eh bien, on s'aperçoit qu'au contraire, elles changent de 10 ans en 10 ans, de 100 ans en 100 ans, en tout cas de 1000 ans en 1000 ans, elles sont même méconnaissables. Et pourquoi changent-elles ? Eh bien, dit Rousseau, en tout cas, c'est l'idée qui anime sa réflexion, même s'il ne le dit pas, évidemment, comme je le dis là, je formule en termes contemporain pour faire comprendre cette idée fondamentale, eh bien, à la différence des termitières, des ruches ou des fourmilières, les sociétés humaines, elles sont plongées dans l'historicité et nous voyons que nos villes changent parce que, en effet, l'espèce humaine n'est pas programmée intégralement par la nature. Si nous étions intégralement programmés par la nature, comme les petites tortues, eh bien, ou comme les abeilles, ou comme les termites ou les fourmis, nos sociétés humaines, nos grandes villes, par exemple, ne connaîtraient pas cette transformation permanente qui les caractérise au plus haut point. Et voilà pourquoi Rousseau écrira, là aussi en 1762, la même année que l'Émile, son grand livre de philosophie politique, le Contrat social. C'est à partir de cette définition de l'être humain comme être libre que la question de l'éducation va se poser. Dans l'Émile, comment éduquer un être libre sans brimer sa liberté, et que la question politique va se poser. Comment donner à un gouvernement, à un peuple d'humains, c'est-à-dire à un peuple de liberté, un peuple d'être libre, sans nier sa liberté, sans contrecarrer sa liberté, et ce sera le problème de la démocratie, en quoi Rousseau va inventer la pédagogie moderne d'un côté, la pédagogie qui convient à un être libre, et puis la politique moderne en un sens. La politique qui convient à des êtres libres, c'est la démocratie. À partir, vous voyez, d'une définition de l'humain comme être d'historicité, et cette historicité elle-même est liée à cette liberté comme capacité de s'arracher à la nature, de ne pas être entièrement programmé par la nature. C'est donc, oui, la pierre angulaire de la pensée de Rousseau. Elle aura des conséquences immenses. Je les ai analysées déjà dans le petit chapitre consacré à la naissance de l'humanisme. Alors, je n'y reviens pas ici. Elles sont prodigieusement profondes. Mais voyons plutôt les conséquences directement sur ces deux aspects de la pensée de Rousseau, la philosophie de l'éducation et puis la philosophie politique. Commençons par la philosophie politique, par la philosophie de la démocratie. Cette philosophie, Rousseau va l'installer, va la défendre en
quelque sorte dans deux œuvres majeures, deux œuvres qui sont merveilleusement écrites en plus, qui se lisent sans jargon. Elles sont écrites de manière tout à fait claire, même si elles sont d'une clarté apparente, parce qu'elles sont évidemment très difficiles à comprendre et à interpréter. Il y aura des centaines, des milliers d'ouvrages consacrés à l'interprétation de ces deux œuvres. 1755, le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes. Rousseau va décrire dans ce discours non pas ce qui devrait être, mais ce qui est la réalité de la vie politique de son siècle. Comment on en est arrivé à un système qui est à ses yeux un système d'inégalité, un système inique, un système parfaitement injuste. C'est l'objet de ce discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, qui inspirera d'ailleurs assez largement la pensée de Marx, et d'une manière plus générale la pensée socialiste. Et puis, de l'autre côté, Rousseau va décrire non plus ce qui est, mais ce qui devrait être dans le contrat social en 1762, c'est-à-dire l'idéal démocratique qui devrait remplacer la situation actuelle. En quoi, évidemment, Rousseau va être un des pères fondateurs d'une certaine tradition de pensée révolutionnaire, en particulier celle qui s'exprimera chez les Jacobins les plus hostiles au régime représentatif et libéral et les plus favorables à un régime de démocratie directe et de démocratie participative. Alors, revenons d'abord au discours sur l'origine de l'inégalité. C'est dans ce texte que Rousseau va développer sa conception de l'état de nature. Alors, qu'est-ce que c'est que l'état de nature? Qu'est-ce que c'est que l'état de nature en général? Et puis chez Rousseau en particulier. Bon, c'est une idée qui apparaît chez les jurisconsultes du XVIIe siècle déjà, chez Grotius, chez Pufendorf. On va la retrouver chez Hobbes, évidemment. On va la retrouver chez Rousseau. Pourquoi l'invention de cette notion bizarre d'état de nature? C'est-à-dire d'un état dans lequel il n'existe pas encore de société civile et politique. Qu'est-ce que c'est que cet état de nature? Les sociologues, Émile Durkheim en particulier, se sont gaussés de cette idée naïve des philosophes qu'il aurait existé un état non politique, un état non social, que les êtres humains auraient habité la nature, une espèce d'état de nature isolé, un état de nature qui ne serait pas encore un état social et politique. Et évidemment, les sociologues ont dit que cet état n'avait jamais existé et que depuis toujours, pour autant qu'on puisse le savoir, les humains avaient habité dans des sociétés politiques, que tout est politique. Comme si les philosophes l'ignoraient. Pourquoi inventer cette fiction de l'état de nature? Alors d'abord, les philosophes ne sont pas stupides, ils savent bien que c'est une fiction. Le début du discours sur l'origine de l'inégalité commence par cette phrase que j'ai toujours trouvée extrêmement audacieuse. « Commençons par écarter tous les faits », dit Rousseau. Et il sait très bien que l'état de nature est une fiction. Pourquoi inventer cette fiction? Eh bien justement, pour poser la question de l'origine du pouvoir. Question qui peut s'entendre en deux sens. Sur quoi le pouvoir est-il fondé? Sur quoi le pouvoir politique est-il fondé? Alors ça peut s'entendre de fait, de facto. Sur quoi est-il fondé? Sur quoi s'est-il appuyé? Et là, Rousseau va décrire en effet ce qui s'est passé, en tout cas ce qu'il croit être la réalité de son temps et la réalité de l'histoire. Et puis la question peut s'entendre en un autre sens, en un sens non plus réaliste, mais si je puis dire idéaliste. Sur quoi faut-il fonder le pouvoir politique pour qu'il soit juste? C'est la question de la légitimité du pouvoir politique. Et pour pouvoir poser la question de la légitimité du pouvoir politique, qu'est-ce qu'un pouvoir légitime? Que devrait-il être? Question du devoir-être, question de l'idéal, question de l'utopie, eh bien il faut inventer justement cette fiction d'un État non politique pour essayer d'imaginer quelle pourrait être la transition vers un État politique légitime, vers une situation politique légitime. Voilà pourquoi les philosophes juristes inventent cette fiction de l'état de nature, sachant très bien évidemment que c'est une fiction, que ça n'a jamais existé, mais pour poser la question de la transition de l'état de nature vers un État politique, soit réel. Là, on est plutôt dans la sociologie. Soit légitime et idéal, quel serait-il? Sur quoi fonder le pouvoir pour qu'il soit légitime? Et ça correspond au fond aux deux grandes œuvres de Rousseau, le discours qui va décrire la réalité, l'origine réelle du pouvoir actuel, et puis le contrat social qui va décrire ce que pourrait être ou ce qu'aurait pu être, parce que Rousseau est assez pessimiste, il n'est pas certain que ses idées vont pouvoir s'appliquer, mais en tout cas, ce que devrait être un régime politique légitime, un régime politique à ses yeux qui doit être une démocratie. Alors, l'origine réelle du pouvoir actuel, du pouvoir inique, du pouvoir royal, de ce pouvoir que Rousseau peut observer de son temps, au XVIIIe siècle, eh bien, Rousseau analyse l'origine de ce pouvoir de la manière suivante. Commençons par l'état de nature. À l'état de nature, quelles sont les caractéristiques de l'être humain?
Il vit seul ou pratiquement seul. Les humains se croisent de temps à autre dans la nature, ils s'accouplent, mais globalement, ils vivent séparés les uns des autres. C'est cela l'état de nature. Et les êtres humains, dans cet état de nature, pour Rousseau, sont dotés de 3 caractéristiques fondamentales. La première caractéristique, c'est l'amour de soi, ce que Rousseau appelle l'amour de soi, qu'il faut surtout pas confondre avec l'amour propre. L'amour propre, c'est la vanité, c'est la volonté d'être supérieur aux autres, c'est la vanité au sens où on veut être plus riche qu'eux, plus beau qu'eux, c'est l'origine du luxe, c'est l'origine de la richesse. C'est pas ça qui domine l'état de nature pour Rousseau, c'est l'amour de soi au sens de l'instinct de conservation. L'être humain est doté de cet amour de soi, non pas au sens donc de l'orgueil, de la vanité et de la recherche du luxe, mais au sens de la volonté de persévérer dans son être, comme dit Spinoza, la volonté de se conserver. Et l'amour de soi, c'est l'embryon de l'intelligence. Parce que l'intelligence va devoir être mobilisée pour se conserver. C'est ce qui fait que l'être humain à l'état de nature va devenir un grand chasseur qui va fabriquer des armes pour se nourrir, qui va fabriquer des instruments pour fabriquer du feu, pour s'abriter de la pluie, du froid ou du soleil, etc. Et c'est donc cet amour de soi qui est à l'origine de l'intelligence humaine, de l'intelligence conçue comme faculté d'adaptation aux difficultés qu'on rencontre dans l'univers naturel. La deuxième caractéristique de cet être humain à l'état de nature, alors c'est ce qu'on va appeler la mythologie du bon sauvage, c'est la pitié. C'est l'embryon non plus de l'intelligence mais de la moralité, c'est le souci de l'autre. Naturellement, ainsi pense Rousseau, les êtres humains sont plutôt portés à la pitié. Ils sont attristés lorsqu'ils voient un autre être humain qui souffre et qui meurt. Ils ont donc là quelque chose comme un souci de l'autre, comme un respect de l'autre qui sera donc l'embryon de la moralité. On caricaturera la thèse de Rousseau en disant voilà, le bon sauvage, l'être humain est bon par nature, c'est la société qui le rend méchant. C'est un peu, en effet, la thèse de Rousseau, mais évidemment, présentée de manière aussi caricaturale, ça ne rend pas justice à la profondeur de sa pensée. Et puis la troisième caractéristique, on vient de l'évoquer, c'est la perfectibilité, c'est la liberté. C'est la capacité de s'arracher à la nature et de construire éventuellement un monde artificiel qui sera un monde éventuellement maléfique et mauvais, le monde du luxe, de la vanité, le monde de la différence entre les riches et les pauvres, le monde de l'inégalité, mais qui pourrait être, et ce sera l'objet du contrat social, qui pourrait être un monde meilleur et même bien meilleur que l'état de nature. Rousseau pense que si on était capable de construire une société politique, une société civile parfaite, une société civile telle qu'il l'idéalise, telle qu'il la conçoit idéalement, eh bien cet état politique serait bien supérieur à l'état de nature. Donc ne lui faisons pas dire que l'état de nature est supérieur à l'état civil. L'état de nature est supérieur à un état de civil mauvais, inégalitaire, injuste, mais il serait inférieur à ce que va décrire le contrat social. Comment naît l'inégalité, comment naît le mauvais contrat social, comment naît la mauvaise société politique, le mauvais pouvoir? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, au bout d'un certain temps, les hommes finissent par se rencontrer, la démographie augmente, et ils vont entrer dans ce que Rousseau appelle l'état barbare, c'est-à-dire un état qui est intermédiaire entre l'état de nature, où il vit plutôt seul, cet homme, et puis l'état civil et politique, où il est en société. L'état barbare, c'est un état intermédiaire où les êtres humains sont de plus en plus en contact avec les autres, et une dimension funeste de l'humanité va apparaître, c'est justement l'amour-propre, la vanité, la volonté d'être supérieur aux autres, ce que Pierre Bourdieu appellerait la distinction, la volonté de se distinguer des autres par la richesse, par la beauté, par la force. Alors évidemment, il faut bien voir que ce qui est derrière, c'est une critique de Voltaire, c'est une critique du luxe. Là où Voltaire dit qu'une société qui développe le luxe, les lumières, la civilité ne peut pas être entièrement mauvaise, eh bien Rousseau va développer une des premières grandes critiques du luxe, comparable à celle qu'Épicure et Lucrèce avaient déjà développée dans la philosophie grecque, ou que Pascal peut-être avait développé quand il parle du divertissement. Rousseau va développer une critique du luxe, mais avec une connotation nouvelle, qui est cette connotation de la distinction sociale, avec cette idée que c'est l'orgueil, l'arrogance, la vanité qui domine cette quête du luxe, et non pas, comme le pense Voltaire, la quête du progrès et des lumières, de la civilité. Rousseau ne voit pas dans le luxe une forme de civilité qui prépare la moralité, en quelque sorte, comme la politesse peut être un avant-goût de la moralité. Rousseau voit au contraire dans cette quête du luxe quelque chose qui relève de l'origine de l'inégalité. Pourquoi? Eh bien parce que la quête du luxe va conduire certains humains à vouloir être plus riches que les autres,
Ils vont développer les moyens de construire ces deux grandes disciplines de l'humanité que seront la métallurgie, l'invention de la hache de fer contre la hache de pierre. Et Rousseau dit celui qui a inventé la hache de fer et qui nous fait passer de la hache de pierre à la hache de fer, eh bien, il est l'inventeur de l'inégalité sociale. Pourquoi ? Parce qu'avec cette fichue hache de fer, on va pouvoir travailler beaucoup plus, on va pouvoir entrer dans cette deuxième discipline fondamentale de l'histoire de l'humanité qui est l'agriculture, grâce à ces outils en fer qu'on va fabriquer, que les humains qui quêtent le luxe, qui veulent le luxe, qui sont à la recherche du luxe vont fabriquer. Et grâce à la métallurgie et à l'agriculture, eh bien, on va voir apparaître des humains beaucoup plus riches que d'autres. Avec la différence entre les riches et les pauvres va s'installer l'horreur absolue aux yeux de Rousseau, qui est la division du travail. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les riches vont accumuler tellement de richesses qu'ils vont pouvoir asservir les pauvres, les faire travailler pour eux. C'est la naissance du salariat. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire ces riches ? Eh bien, on va retrouver vraiment quasiment la même idée chez Marx. Ils vont inventer un système politique. Marx dira la classe politique n'est rien d'autre que la superstructure de la classe économique. Elle est l'instrument de domination mis en place par la classe dominante, par les riches. Eh bien, cette idée est déjà présente chez Rousseau. Les riches vont inventer un mauvais contrat social, un contrat social inégalitaire, pour faire travailler les pauvres à leur service, pour, si vous voulez, ajouter la domination politique à la domination économique. C'est ça l'idée. Et ça, c'est le mauvais contrat social, c'est celui dans lequel nous sommes plongés aujourd'hui et que Rousseau décrit dans ce discours sur l'origine de l'inégalité. Et puis, un peu plus tard, donc en 1762, 7 ans plus tard, Rousseau va décrire non plus ce qui est, ce qui s'est passé, non plus l'origine de cette société corrompue, de cette société du luxe, de l'inégalité et du pouvoir politique qui maintient l'oppression des riches contre les pauvres. Il va décrire au contraire ce qui devrait être. Il va décrire en vérité ce qui aurait pu être. Il est plutôt dans l'irréel du passé parce que, comme je le disais, c'est un pessimiste et il n'est pas certain, loin de là, que le système politique idéal, le système de la démocratie directe qu'il va décrire, est un système qui puisse vraiment s'installer dans nos sociétés corrompues, dans nos sociétés civilisées. Il pense que peut-être il pourrait s'installer, on verra pourquoi tout à l'heure, dans de toutes petites cités. C'est le système qui existait dans les cités grecques, qui peut-être pourrait exister en Corse, peut-être à Genève, mais dans les grands pays comme la France, Rousseau pense que c'est fichu, que c'est trop tard. Il est évidemment très pessimiste. Cette description de l'idéal, de ce qui devrait être, de ce qui pourrait être, de ce qui aurait pu être, elle tourne autour de 4 idées fondamentales. Alors il y en a beaucoup d'autres, mais je pense que ce sont les 4 idées principales. La première idée, je l'emprunte à un petit texte de Benjamin Constant, qui, je crois, sur ce point, fait une bonne lecture de Rousseau. La première idée, c'est l'idée que, au fond, comme le dit Constant dans ce petit texte qui s'appelle « De la liberté des anciens » opposée à celle des modernes, texte de 1819, un petit texte très libéral, Benjamin Constant dit qu'il y a 2 conceptions de la démocratie. La démocratie grecque, la démocratie ancienne, c'est la liberté des anciens. La conception grecque ancienne de la démocratie, c'est une conception de la démocratie dans laquelle tous les citoyens, en tout cas les hommes libres, participent à l'élaboration de la loi. Il n'y a pas de représentation, il n'y a pas de chambre des députés, il n'y a pas de parlement, il n'y a pas de système représentatif comme il y en aura dans les sociétés libérales à partir de la Révolution française. On est dans la démocratie directe, on est sur l'agora, sur la place publique, et tous les citoyens participent, en tout cas tous les hommes libres pour la Grèce, participent à l'élaboration de la loi. Ça, c'est la liberté des anciens, dit Benjamin Constant. La liberté des modernes, c'est quoi ? La liberté des modernes, c'est l'inverse, c'est la délégation du pouvoir de fabriquer les lois à des représentants. Nos députés, nos sénateurs, les parlementaires sont chargés par nous, par le peuple, par l'élection. Ils sont chargés de fabriquer la loi, mais nous, les citoyens, nous ne nous en occupons plus directement. C'est la démocratie représentative. Eh bien, le système que Rousseau va présenter dans le contrat social, c'est un système de démocratie directe. Rousseau veut que tous les citoyens participent à l'élaboration de la loi, qu'ils ne se dessaisissent jamais de la liberté politique, de l'exercice de la liberté politique qui réside d'abord et avant tout, à ses yeux, dans le corps législatif. Mais le corps législatif, c'est pas le Parlement, c'est le peuple tout entier. On est dans une démocratie directe. Et c'est ce qui s'exprime dans la deuxième idée fondamentale, c'est-à-dire dans la théorie de la loi, dans l'idée que lorsque le peuple fait la loi,
lorsque le peuple tout entier fabrique la loi, il est en quelque sorte à la fois actif et passif. Il est à la fois libre et contraint. Il est actif dans la mesure où il fabrique la loi, il la vote, il institue la loi. Il est le législateur d'une certaine manière. Alors Rousseau appellera législateur un personnage, j'en dirai un mot dans une seconde, un peu particulier, mais enfin au sens où on l'entend, au sens moderne, on peut dire que le peuple tout entier est le législateur. Il est actif, il fabrique la loi, et en même temps, une fois qu'il a fabriqué la loi s'applique à lui tout entier, au peuple tout entier. Le peuple est donc à la fois souverain, au sens où il est à l'origine de la loi, et sujet, au sens où il est dans la suggestion. Il est passif. Une fois que la loi est votée, elle s'applique à lui. Mais on voit ici le sens de la fameuse phrase de Rousseau dans le Contrat social où il dit « La liberté, c'est l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite ». On le voit que cette contrainte de la loi n'est pas une négation de la liberté puisque c'est une loi qu'on a fabriquée soi-même, qu'on a choisie soi-même et qu'on s'applique à soi-même. D'où encore une fois la phrase « La vraie liberté, c'est l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite ». Et donc on a une structure du peuple, de la démocratie, où le peuple est à la fois souverain et sujet. C'est lui le souverain, ça n'est plus le roi, ou ça n'est plus la classe politique, c'est le peuple tout entier, et c'est lui le sujet, mais il est son propre sujet. C'est ce qu'on appellera l'autonomie, tout simplement, au sens étymologique du terme, se donner à soi-même sa propre loi. La troisième idée, c'est qu'il va falloir évidemment quand même aider le peuple pour fabriquer la loi. Et ce sera le rôle du législateur. C'est un personnage très particulier qui va en quelque sorte proposer au peuple les bons contenus. Et puis il faudra appliquer en quelque sorte une politique dans le cadre de la loi. Ce sera l'exécutif, les magistrats. Et les magistrats, pour Rousseau, ils doivent être liés au peuple par un mandat impératif. Autrement dit, ils sont un peu comme un ambassadeur aujourd'hui par rapport à l'Élysée, par rapport au pouvoir exécutif. Il peut être démis de ses fonctions, ce magistrat, à tout instant. Le gouvernement est en quelque sorte lié au peuple en permanence par ce mandat impératif, parce que les juristes appellent un mandat impératif, c'est-à-dire il est révocable à chaque seconde et il n'a pas le droit de s'évader des instructions qui lui sont données par le corps législatif tout entier qu'est le peuple. Et puis, si on veut avoir, quatrième idée, une représentation un peu concrète et en même temps métaphorique, c'est un symbole bien sûr de ce que Rousseau imagine comme idéal démocratique, eh bien il le développera, ce symbole, dans la lettre d'Alembert sur les spectacles en 1758. C'est une lettre qui là aussi est très largement dirigée contre Voltaire, contre le théâtre qu'aime passionnément Voltaire. Voltaire voudrait qu'on installe un théâtre à Genève. Rousseau s'y oppose et c'est l'objet de cette lettre. Quel rapport avec l'idée démocratique ? Eh bien, pour Rousseau, le théâtre, c'est le symbole de la royauté et de l'absolutisme. Pourquoi ? Eh bien, parce que dans le théâtre, les spectateurs, poursuivons la métaphore, les citoyens, sont enfermés dans un antre obscur, dit Rousseau, ils sont dans le noir, ils sont assis passivement, ils ne sont pas actifs, seuls les acteurs sont actifs, comme leur nom l'indique. Les spectateurs ont tous le regard tourné vers la scène, qui est éclairé, eux sont dans l'ombre, et ils ne sont reliés entre eux que par un troisième terme, qui est justement ce qui se passe sur la scène, l'équivalent du roi, l'équivalent du pouvoir politique, l'équivalent de l'absolutisme. Et donc on voit là une médiation qui s'installe entre les spectateurs, entre les citoyens, si on veut, par l'intermédiaire d'un troisième terme qui est la scène, d'un terme extérieur à eux qui est la scène. Et Rousseau préfère infiniment au théâtre la fête. La fête, il n'y a rien à voir, sauf soi-même, sauf l'intersubjectivité. Les citoyens se regardent les uns les autres, ils ne regardent pas dans une direction extérieure à eux. Dans la fête, ils se regardent tous avec tous, si je puis dire. Il n'y a pas de troisième terme, il n'y a pas de spectacle extérieur à eux. Et c'est ça l'image de la démocratie. L'image de la démocratie, c'est la fête, c'est l'intersubjectivité directe, et non pas médiatisée indirectement par ce qui se passe sur la scène. Et là, les citoyens spectateurs d'eux-mêmes ne sont pas dans l'obscurité, ils sont au soleil. La fête, ça se fait non pas sous la pluie ou dans l'obscurité, mais ça se fait, si c'est la nuit, auprès du feu, avec des grands foyers ou si possible au soleil. Et Rousseau pense que le soleil, en effet, est un élément important dans la démocratie directe. Il faut qu'on puisse se réunir, comme pour la fête, il faut qu'on puisse se réunir sur la place, comme on le faisait à Sparte, sur l'agora, et qu'on puisse ensemble, dans cette espèce d'intersubjectivité directe, fabriquer la loi. Rousseau disait, a deux idées en tête à partir de cette définition de l'humain comme être libre. Quelle est la politique qui correspond à un peuple d'être libre ? On vient de le voir, c'est la démocratie directe.
Quelle est l'éducation qui correspond à des êtres humains qui sont libres? C'est la troisième grande idée. Donc, première idée, la définition de l'humain comme perfectibilité, comme liberté. Deuxième idée, l'analyse du système politique démocratique qui lui conviendrait. Troisième idée, l'éducation qui convient à des peuples libres et à des enfants qui sont non pas des animaux qu'on dresse, mais des êtres dont on doit encourager même et pas simplement protéger la liberté. La pédagogie de la liberté est développée donc en même temps que la même année que le contrat social, dans l'Émile, en 1762. Kant, je faisais allusion tout à l'heure à Benjamin Constant comme lecteur de Rousseau. Alors, je devrais ajouter que Constant est par ailleurs un critique de Rousseau. Lui défend, comme Tocqueville le fera, le régime représentatif. Kant, en revanche, est un grand admirateur de Rousseau et sur la question de l'éducation, il va dans ses propres réflexions sur l'éducation présenter de manière systématique la pensée de Rousseau. Il la présente d'une manière qui est très profonde, qui est très juste, je crois, et qui est au fond la manière suivante. Que dit Rousseau? Il dit que ce qui convient à un enfant humain et non pas à un animal, c'est-à-dire à un être libre et non pas un être qu'on va dresser. Rousseau a cette phrase très profonde, il dit que ce qui convient à un être humain, c'est l'éducation par les choses et non pas l'éducation par les hommes. Que ce qui est bon pour l'enfant, c'est la dépendance des choses et pas la dépendance des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que Rousseau a en tête, et ce sera développé par ses disciples, notamment l'un des grands pédagogues disciples de Rousseau en Suisse, Pestalozzi, mais aussi par Fichte et par Kant, c'est l'idée qu'il y a trois conceptions possibles de l'éducation, trois conceptions qui sont d'ailleurs présentes à l'époque même de Rousseau et de Kant au XVIIIe siècle et qui déjà commencent à s'affronter entre elles. Il y a d'un côté le dressage, c'est l'éducation à l'ancienne. Ça correspond sur le plan politique à l'absolutisme pour Rousseau et pour Kant. L'absolutisme, c'est-à-dire que on considère dans le dressage, dans l'éducation par le dressage, que l'enfant est comme un animal qu'il faut dresser et on le traite comme un être intégralement passif, comme une statue de cire dans laquelle on va, si je puis dire, emmagasiner des connaissances quasiment de force. C'est l'éducation qui correspond à des animaux. Pour Rousseau, c'est la métaphore politique de l'absolutisme qui convient à cette image de la pédagogie du dressage, où l'être humain est traité de manière purement passive. Il est traité comme un être exclusivement passif qui n'est pas doué d'activité et de liberté. Ce qui s'oppose au dressage absolument, comme dans une espèce d'antinomie, c'est l'éducation par le jeu. La métaphore du jeu sur le plan politique, c'est l'anarchie. L'anarchie, les premières théories anarchistes apparaissent aussi au XVIIIe siècle. C'est une éducation qui considère que l'enfant est un être, alors ça c'est bien, absolument libre, mais tellement libre qu'on ne peut rien lui imposer. Et donc, cette pédagogie s'oppose absolument au dressage. C'est l'idée, par exemple, qu'on n'enseignera plus les mathématiques, mais qu'on va remplacer les mathématiques par des jeux intelligents, comme le jeu d'échecs, comme le whist, par exemple, des jeux de cartes sophistiques, mais que on ne contraindra plus l'enfant à faire des problèmes, des exercices. On le traite certes comme un être entièrement libre, mais on ne lui impose rien. Et donc, de même que l'absolutisme et le dressage nient la liberté, la pédagogie du jeu, la pédagogie de l'anarchisme nie l'ordre. On a la liberté, mais on n'a pas l'ordre. De l'autre côté, on a l'ordre, mais on n'a pas la liberté. Qu'est-ce qui va faire la synthèse? Eh bien, c'est l'analogue de la théorie démocratique de la loi. Je disais tout à l'heure que dans l'élaboration de la loi, le peuple est à la fois souverain et sujet, actif et passif. Eh bien, l'analogue de la loi en pédagogie, ce sera le travail. La résolution de problèmes, comme on va dire. Lorsqu'un enfant doit résoudre un problème, il est à la fois libre et contraint, actif et passif. Il est libre parce qu'on va lui demander de résoudre librement le problème qu'on lui a posé. Donc on lui met, si je puis dire, des obstacles dans les pattes, des obstacles qui conviennent à son âge, qui sont en proportion des difficultés qu'il est capable de résoudre. C'est ça la bonne pédagogie. Le bon maître est celui qui donne des problèmes qui sont au niveau de l'élève, mais en même temps, il met des obstacles, contrairement à la pédagogie du jeu. Il met des obstacles devant l'élève et l'idée, c'est qu'en surmontant librement ces obstacles par le travail, il va se former. Et donc, dans le travail, nous sommes à la fois libres et contraints,
actif et passif, exactement comme dans la théorie de la loi, nous sommes actifs et passifs, souverains et sujets. Le travail sera donc au cœur de l'idée républicaine, de la pédagogie républicaine, au cœur de l'idée de citoyenneté comme au cœur de l'idée de pédagogie républicaine, et on a là donc un parfait analogue de la théorie du contrat social. Alors il y a beaucoup d'autres choses évidemment dans l'Émile, il y a des considérations sur l'emmaillotage, il y a des considérations sur le fait que la lecture est inutile, alors il y a beaucoup de choses avec lesquelles on serait aujourd'hui bien sûr en désaccord, mais il y a quand même fondamentalement cette idée que pour un être libre, ce qui convient d'un côté c'est la démocratie et de l'autre c'est la pédagogie du travail, non pas la pédagogie du dressage ou du jeu, mais cette pédagogie républicaine dans laquelle l'enfant apprend à la fois à être libre et en même temps à surmonter des obstacles, à surmonter les contraintes, à surmonter la nécessité, comme dira Freud, cette nécessité qui forme le cœur de la réalité. Et puis, la quatrième grande idée qui va dominer la pensée de Rousseau, la première, c'est la théorie de l'être humain, la deuxième, c'est la théorie de la démocratie, la troisième, c'est la théorie de la pédagogie, et la quatrième, c'est la théorie esthétique. La théorie esthétique de Rousseau, elle est absolument passionnante. Rousseau est lui-même musicien. Il écrira d'ailleurs un opéra qui sera même d'ailleurs représenté à Fontainebleau en octobre 1752. S'appelle Le Devin du village. C'est pas un grand opéra, mais enfin tout de même, Rousseau est un bon musicien. Enfin, il connaît l'harmonie, il sait composer, il sait écrire de la musique. Il a d'ailleurs présenté aussi un système de notation musicale, enfin qui n'est pas grandiose, qui n'a pas été retenu, mais enfin, il est passionné par la musique, il est passionné par la nature. Et il va développer une esthétique qui est déjà une esthétique romantique, une esthétique du cœur plutôt que de la raison, une esthétique du sentiment, qui va notamment s'exprimer à l'occasion d'une querelle, une querelle musicale, une querelle esthétique d'une ampleur absolument extraordinaire, qu'on a un peu oubliée aujourd'hui, mais qui est absolument passionnante, une querelle qui s'appelle la querelle des bouffons. Querelle des bouffons qui va mobiliser à Paris un certain nombre de grands musiciens, mais aussi de grands intellectuels, grands musiciens comme Rameau, grands intellectuels comme Diderot, entre 1752 et 1754, querelle qui sera d'une violence inouïe, on en viendra aux mains, Rousseau sera lui-même bastonné, querelle qui tourne autour d'une question en apparence un peu byzantine, mais qui en réalité recouvre toute l'opposition entre le classicisme du XVIIe et du XVIIIe siècle, l'art classique français d'un côté, et puis de l'autre, la naissance de l'esthétique romantique, de l'esthétique du cœur, de l'esthétique du sentiment. La querelle est déclenchée par la représentation d'un opéra italien, La Serva Padrona, la servante maîtresse, qui est un opéra de Pergolèse, représenté à l'Opéra de Paris, qui s'appelle pas encore l'Opéra de Paris, qu'on appelle l'Académie royale de musique. À l'époque, cet opéra de Pergolèse est présenté le 1er août 1752, et il fait scandale. Il fait scandale parce qu'il va opposer deux clans. D'un côté, les partisans de la musique française qui se rangent derrière le grand musicien français qui est Rameau, et puis de l'autre côté, les partisans de la musique italienne, de la musique de Pergolèse, qui vont se ranger sous la bannière de Rousseau. Quel est l'enjeu de la querelle ? La querelle oppose, en apparence, je disais, un peu byzantine, les partisans de la mélodie aux partisans de l'harmonie. Les partisans de la mélodie, c'est les partisans de la musique de Pergolèse, et les partisans de l'harmonie, ce sont les partisans de Rameau et du classicisme français. Qu'est-ce qu'il y a derrière le choix de la mélodie, derrière le choix de l'harmonie ? Eh bien, il y a toute l'opposition entre classicisme et romantisme, en vérité. La mélodie, c'est quoi ? C'est les élans du cœur, c'est les passions. Querelle des bouffons, pourquoi ? Parce que bouffe, en italien, ça veut simplement dire qui prête à rire, qui est grotesque. C'est l'opéra comique dont il s'agit, c'est le sens du mot bouffon, d'ailleurs qu'on retrouve, quand on dit un bouffon, c'est quelqu'un qui fait rire, en principe. Eh bien, il y a derrière cet opéra comique une volonté profonde qui est non seulement d'être comique, mais de rendre les passions humaines, les élans du cœur, tous les mouvements du cœur, par la mélodie, par la voix, au lieu que dans la tradition du classicisme français, dans la tradition que représente Rameau, et qui défend l'harmonie plutôt que la mélodie, il s'agit au contraire de faire une musique mathématique, de faire une musique de la raison, de faire une musique des proportions. L'harmonie repose sur des proportions mathématiques, la tierce, la quinte, etc. Donc les harmoniques en musique sont des proportions mathématiques. Et Rameau pense que dans son traité d'analyse, qu'on peut mathématiser la musique, qu'on peut fabriquer scientifiquement de la musique, et non pas en partant des élans du cœur que la mélodie de Pergolèse essaye au contraire de traduire. Et donc ce qui se met en place ici, c'est l'opposition
entre une représentation cartésienne de l'esthétique, où l'œuvre d'art est en quelque sorte la présentation sensible d'une idée de la raison, en l'occurrence de l'idée mathématique. L'équivalent de la musique de Rameau, c'est le jardin à la française, qui est un jardin mathématique, dans lequel les arbres sont coupés en triangles, en losanges, en rectangles. L'idée, c'est que la vraie nature, c'est la nature que saisit l'intelligence, c'est la nature qui est saisie par les mathématiques. Un peu comme on dirait aujourd'hui que la vraie nature de l'eau, c'est H2O. C'est pas l'eau dans laquelle on plonge la main, qui est chaude, qui est froide, qui est liquide, qui est sensible. Non, c'est l'eau qui est saisie par l'intelligence. C'est une formule chimique, c'est une formule mathématique, à la limite. Eh bien, de même que l'art des jardins à la française mathématise en quelque sorte la nature, Rameau, dans son traité d'analyse, veut présenter une musique mathématique. Et du coup, c'est l'harmonie qui est privilégiée. Au contraire, Rousseau va préférer bien sûr le jardin anglais. Un jardin qui met en scène la nature foisonnante, celle qui sent bon, celle qui fait du bruit, celle qui ressemble à la nature sauvage. C'est là encore une critique de la civilisation. On préfère la nature originaire, la nature sauvage, lorsqu'on est romantique, lorsqu'on aime les élans du cœur et l'esthétique du sentiment, plutôt qu'une nature humanisée, une nature géométrisée qui apparaît à Rousseau comme torturée par les mathématiques. On a torturé les Troènes ou les Peupliers en les taillant pour en faire des figures mathématiques. Eh bien, cette querelle sera extrêmement violente, mais derrière, il y a déjà cette volonté romantique de revenir à la Ur-Natur, comme diront les romantiques allemands, à la nature originaire, contre une nature géométrisée, civilisée, humanisée, que préfèrent évidemment Rameau, Voltaire et, d'une manière générale, les représentants des Lumières françaises. Il y a là donc une querelle esthétique d'une immense profondeur et dans laquelle on retrouve toujours cette opposition chère à Rousseau entre la belle nature qui est la nature sauvage et puis cette civilité parisienne du luxe qui conduit aux inégalités sociales et qui est une civilité dans laquelle Rousseau a une phrase au fond qui résume toute sa pensée, une phrase d'une profondeur d'ailleurs abyssale. On peut très bien ne pas aimer Rousseau, on peut très bien préférer la civilité, le luxe et la civilisation sophistiquée à la nature des paysans et des élans du cœur, mais il a cette phrase qui est tout de même très belle et très profonde. Il dit que dans cette civilité parisienne, l'homme est seul quand il est avec les autres et il est avec les autres quand il est seul. Ça veut dire quoi? Il est seul quand il est avec les autres parce qu'il est en compétition avec eux, il est dans la vanité. Il est constamment dans la logique de la distinction, de la recherche de la supériorité artificielle et arrogante par rapport aux autres. Il est dans cette espèce de compétition que d'ailleurs la société capitaliste est en train d'installer. Et donc il est seul quand il est avec les autres, mais quand il est seul, il pense aux autres parce que justement il essaye de se demander comment il parviendra à être supérieur à eux, à être plus beau qu'eux, à briller dans les salons parisiens. Et donc on voit que ici, évidemment, derrière cette querelle des bouffons, derrière cette querelle en apparence, en effet, un peu limitée, est-ce qu'on préfère la mélodie ou l'harmonie? Il y a toute une représentation de la civilité, de la politique et de la société qui est en jeu. Tocqueville, maintenant, passons à l'analyse de la pensée de Tocqueville. Qu'est-ce que Tocqueville va reprendre de cette pensée de la démocratie? Qu'est-ce qu'il va surtout y ajouter? C'est ce que nous allons voir dans un instant. D'abord, deux grandes différences avec Rousseau. À noter, la première différence, c'est que Rousseau est un partisan, nous l'avons vu, de la démocratie directe. Et il est hostile à la démocratie représentative, au système libéral. Au contraire, évidemment, comme Constant, Tocqueville est un partisan de la démocratie représentative et du système libéral. Tocqueville est un très grand libéral, c'est un immense penseur dans la tradition de Sieyès et de Benjamin Constant du système politique libéral, avec 4 critères qui vont définir le libéralisme. Je les indique très rapidement, très simplement, mais qui s'opposent tous à Rousseau. Le premier critère, c'est l'idée qu'il existe des droits individuels inaliénables. On ne peut pas les aliéner à la société comme Rousseau le fait dans la théorie de la loi, où chaque citoyen donne tout. Alors Rousseau dit, mais on retrouve par après, puisqu'on est actif et passif. Mais quand même, il y a un moment où on aliène tous ces droits au corps social. Non, pour les libéraux, il y a des droits individuels inaliénables qui sont pas discutable. La sécurité, la liberté d'expression, etc. Bref, ce qu'on va appeler les droits de l'homme, ce sont des droits inaliénables et qui sont des droits naturels en quelque sorte et qui ne doivent pas rentrer dans le jeu politique. Ils sont hors du jeu politique en quelque sorte. Du coup, c'est le deuxième trait. L'État est limité. Quand on dit que dans les théories libérales, on a affaire à un État minimaliste, c'est souvent ce que le socialisme, et même toujours ce que le socialisme reprochera à l'État libéral. Il dira, nous voulons un État qui intervienne
dans la société civile. Les libéraux veulent un État minimal, un État qui est réduit aux fonctions régaliennes, comme on dit. Pourquoi ? Eh bien parce que l'État est limité justement par ses droits inaliénables. Les droits inaliénables définissent en quelque sorte la limite entre l'État et la société civile. L'État ne doit pas empiéter sur ce qu'on appellera les droits de l'homme. Par exemple, l'État n'a pas le droit, si on défend le droit, un des grands droits de l'homme, le droit à la sécurité, eh bien l'État n'a pas le droit d'arrêter les individus chez eux à n'importe quelle heure, en utilisant des lettres de cachet. Il y a là une protection de l'individu qui forme une borne à l'intervention de l'État. D'où le fait que les libéraux seront en effet des grands défenseurs de l'autonomie de la société civile, aussi bien sur le plan commercial que sur le plan des droits et de la liberté, par exemple, de la presse, contre un État interventionniste, qui pour eux rappelle toujours l'absolutisme. Il faut toujours comprendre que quand les libéraux vont critiquer les socialistes à partir de 1848, c'est parce qu'ils pensent que les socialistes, et ils vont critiquer Rousseau avec les socialistes, sont au fond un retour à l'ancien régime, c'est-à-dire un retour à un État qui intervient dans la société civile. La troisième caractéristique du libéralisme, justement, ce sera l'idée que la société civile, cette société des individus, elle tient ensemble, si je puis dire. Elle a une cohérence, une consistance, sans l'intervention de l'État. Il n'y a pas besoin que l'État intervienne pour que la société civile tienne la route. La preuve, le commerce. Le commerce, c'est un commerce entre les humains. Le commerce, ça peut être aussi bien le commerce au sens de la civilité, des échanges intellectuels, des échanges d'idées. Et même lorsqu'on fait la cour à une femme dans un salon, ou une femme fait un cour à un homme, ça arrive peu à l'époque, mais ça se met déjà en place. Cette civilité-là, c'est aussi le commerce des âmes. Eh bien, cette civilité-là, ces relations intersubjectives pour les libéraux, elles ont une cohérence en dehors de l'intervention de l'État. L'État est là pour permettre, certes, à la société civile d'exister, mais pas au sens où il la fait exister, au sens où il s'abstient d'intervenir dedans, ce qui est très différent, ce qui n'est pas la même chose. Et puis, bien sûr, la quatrième caractéristique, elle est très profonde. Marcel Gauchet l'a très bien analysé dans un texte qu'il consacre justement à l'analyse de la pensée de Benjamin Constant. C'est l'idée que du coup, la loi pour les libéraux, la bonne loi, c'est plutôt une loi qui consacre la réalité de la société civile, comme la jurisprudence. C'est une loi qui va de bas en haut, du particulier vers l'universel. Prenons un exemple contemporain. La loi Veil sur l'avortement est une loi parfaitement libérale, en ce sens qu'elle constate qu'il y a des centaines de milliers d'avortements dans la société civile. Continuer à les interdire est absurde. Il faut en quelque sorte que le droit se mette en accord avec les mœurs. C'est donc une loi qui vient de la société civile et qui est consacrée par l'État. Elle vient du particulier, des particuliers, et l'État la consacre. Au lieu que dans la perspective absolutiste, dans la perspective qui sera aux yeux des libéraux, celle des socialistes encore, l'État intervient constamment pour corriger les méfaits de la société civile, pour corriger la corruption de la société civile. Quand on lit les textes de Robespierre et de Saint-Just sur le gouvernement révolutionnaire, constamment, on soupçonne la société civile d'être corrompue, d'être un lieu de vice et pas de vertu, et l'État est là, l'État vertueux, bien sûr, est là pour intervenir dans la société civile, pour la transformer. Et bien, de ce point de vue-là, Tocqueville, comme Benjamin Constant, s'oppose à la démocratie directe de Rousseau, parce qu'il pense que la démocratie directe, c'est l'avalement, l'absorption de la société civile dans l'État. Et puis, la deuxième grande différence avec Rousseau, et là, on va voir comment Tocqueville met en place une analyse de la démocratie totalement originale, c'est que la démocratie n'est pas simplement un régime politique, c'est la réalité de l'histoire des sociétés modernes, c'est la réalité de l'histoire qui tend vers ce que Tocqueville appelle l'égalisation des conditions. La démocratie n'est pas simplement une forme de gouvernement, c'est pas simplement un régime politique, c'est toute la dynamique des sociétés modernes. C'est toute la dynamique qui tend vers l'égalisation des conditions, et c'est ça le grand thème que Tocqueville va développé dans ces deux grands livres, La démocratie en Amérique et puis L'Ancien Régime et la Révolution. Tocqueville appartient à une famille d'aristocrates, il est né en 1805, une famille d'aristocrates qui va être sauvée de la guillotine tout simplement par le 9 Thermidor, c'est-à-dire par l'exécution de Robespierre et de Saint-Just. Sa famille est sauvée, il faut bien le dire, grâce à cela. Il va publier en 1835 La démocratie en Amérique, et puis il va être ministre en 1849, il est ministre des Affaires étrangères, ce qui prouve d'ailleurs qu'on peut être à la fois un grand écrivain et ministre, et puis il va publier en 1856 son deuxième grand livre, L'Ancien Régime et la Révolution. Il y a, je dirais,
4 grandes idées. Il y en a beaucoup d'autres, mais il y en a 4 piliers que je voudrais retenir dans son analyse de la démocratie. La première idée, c'est que la démocratie, c'est la dynamique de l'égalisation des conditions. Pas la démocratie comme régime politique à la Rousseau ou à la Constant, mais comme dynamique des sociétés modernes s'oppose à l'ancien régime comme l'égalité à la hiérarchie. L'ancien régime, c'est le régime hiérarchique, et il y a 5 vrais points d'opposition entre la démocratie et l'ancien régime, et il faut les indiquer parce que c'est ces 5 points qui forment véritablement la théorie tocquevillienne de la démocratie, et on va voir que ça reste mais totalement vrai aujourd'hui, totalement pertinent pour comprendre cette passion de l'égalité qui s'empare encore des Français et d'une manière générale des peuples démocratiques chaque fois qu'ils en ont l'occasion. Il y a 5 grandes différences entre la démocratie et l'ancien régime. Première différence, je l'ai dit, c'est que l'ancien régime, la société féodale, est une société non seulement hiérarchisée. Ça, la démocratie libérale restera une société hiérarchisée, mais hiérarchisée au sens d'une hiérarchie naturelle des êtres. Il y a des aristocrates par nature et il y a des serfs par nature. C'est ça l'idée aristocratique par excellence, au lieu que dans les hiérarchies modernes, hiérarchie par exemple entre ceux qui sont plus riches ou ceux qui ont plus de pouvoir, eh bien les hiérarchies modernes ne sont pas considérées comme des hiérarchies naturelles. Les cases sont vides. Chaque Français peut devenir président de la République s'il en a la chance, le talent, que sais-je, l'énergie. Chaque Français peut devenir riche s'il en a là aussi le talent, le mérite, l'énergie, que sais-je. Mais on ne fixe pas a priori qui va être roi ou qui va être riche. Et donc il y a une très grande différence entre une hiérarchie républicaine et une hiérarchie aristocratique et naturelle. La deuxième grande différence, c'est que dans le monde aristocratique, le tout est plus important que les partis. C'est ce qu'on appelle le holisme, opposé à l'individualisme. La société globale est bien supérieure à la somme des individus. On est dans une société dans laquelle la France, la nation France, est beaucoup plus importante que la somme des individus qui la composent. On est dans une société holiste et pas individualiste. La troisième grande différence, c'est qu'on est dans une société hétéronome. Et pour le coup, là, malgré tout, Tocqueville est un héritier de l'idée démocratique à la Rousseau. Il est évidemment favorable à l'autonomie, c'est-à-dire au fait qu'on se donne sa loi. Alors on se donne sa loi par l'intermédiaire de représentants, bien sûr, dans un système représentatif et libéral, mais malgré tout, on est tout de même dans un régime d'autonomie. Auto, ça veut dire soi, nomos, c'est la loi en grec, on se donne à soi-même sa loi, fût-ce par l'intermédiaire du Parlement, au lieu que dans le régime féodal, dans le régime aristocratique, la loi vient de l'extérieur, elle est, si je puis dire, de droit divin, elle est enracinée dans un passé immémorial, elle est enracinée dans des traditions, mais il n'y a pas de fabrication de la loi par les humains, on n'est pas dans l'humanisme politique. Et du coup, quatrième différence, les sociétés traditionnelles, comme on dira, et la société aristocratique, l'ancien régime, est une société traditionnelle, elle en est même l'archétype. Les sociétés traditionnelles, d'une manière générale, l'ancien régime en particulier, sont des sociétés qui sont animées bien davantage par le passé que par l'avenir. Par la conservation de ce qui est, par la conservation des traditions, la conservation des coutumes, plutôt que par l'invention d'un avenir révolutionnaire, évidemment pas, mais même réformiste. Une société traditionnelle, par définition, c'est une société qui est structurellement hostile à l'innovation, structurellement organisée à partir du respect du passé, et je dirais même à partir de l'interdiction de l'avenir, d'une certaine manière, puisqu'il s'agit d'interdire l'innovation. Il s'agit de faire comme on a toujours fait, de préserver les traditions. Ce sont donc des sociétés, à proprement parler, conservatrices qui deviendront réactionnaires lorsque la Révolution française leur posera la question justement du retour en arrière, de la restauration à proprement parler. Et puis, ce sont des sociétés, c'est un thème qui est très cher à Tocqueville, ce sont des sociétés dans lesquelles il y a très peu de jalousie, très peu d'envie. La passion démocratique par excellence, ce sera la jalousie. Ce sera l'envie et la jalousie. Pourquoi ? Eh bien parce que dans une société d'ordre où il y a des castes, si je puis dire, il y a des ordres séparés les uns des autres, on vit dans sa caste, on vit dans son monde, on n'est pas du même monde que les aristocrates, que les puissants, on est enfermé en quelque sorte dans sa classe sociale à soi et on ne songe même pas à en sortir, il n'y a pas de jalousie. Au contraire, quand on est dans le monde de l'égalité, quand on est dans le monde des droits de l'homme, de ces humains qui naissent, paraît-il, libres et égaux en droit, eh bien, lorsque une tête dépasse
Et là est la passion de la jalousie liée à la passion de l'égalité. Lorsqu'une tête dépasse, lorsque l'un réussit mieux que l'autre, on est évidemment plongé tout de suite dans la jalousie. On se demande pourquoi, mais de quel droit cet homme dépasse-t-il les autres? Avant, c'était accepté, c'était le principe même de la société hiérarchique. Dans la société de l'égalité, toute espèce de grandeur devient difficilement tolérable, voire insupportable, et on cherche évidemment des explications, si possible négatives, méchante et jalouse pour rendre compte du fait que l'un a réussi mieux que l'autre, que quelqu'un a eu l'audace de réussir mieux que soi. Ça, c'est insupportable. Et la passion de la jalousie va devenir la passion la plus forte qui soit. Le deuxième grand pilier de cette analyse de la démocratie, le premier, c'est la différence entre le monde démocratique et le monde de la hiérarchie aristocratique. Le deuxième pilier, c'est l'idée que cette émergence de la dynamique de l'égalité, elle va avoir une conséquence considérable. C'est l'atomisation du social, pour parler comme un sociologue contemporain le ferait. Tocqueville n'emploie pas le terme, mais il y est d'une certaine manière. La chose, en tout cas, y est. Elle y est même omniprésente. La dynamique de l'égalité va transformer les peuples en peuples d'individus en masse, en atomes, en monades, en petits individus qui se ressemblent de plus en plus, qui sont de plus en plus semblables les uns aux autres et qui sont en quelque sorte, voilà l'effet principal de cette atomisation du social, qui sont en quelque sorte sous la férule gigantesque d'un État de plus en plus centralisé. Les deux mouvements qui vont caractériser l'espace politique et social démocratique aux yeux de Tocqueville, c'est l'atomisation d'un côté, la centralisation de l'autre. Atomisation des individus qui se ressemblent encore une fois de plus en plus, qui sont de plus en plus égaux, en tout cas dans les mœurs, dans les façons de vivre, dans les modes de consommation, on dirait aujourd'hui, ils sont de plus en plus égaux. Alors il y a des inégalités économiques, mais Tocqueville pensait qu'elles n'étaient pas si considérables que ça, puis qu'elles étaient relativement fragiles, justement, parce qu'elles n'étaient pas inscrites dans la nature et dans le droit comme elles le sont dans le monde aristocratique. Mais l'immense masse des individus, des citoyens se ressemblent énormément, et ils sont de plus en plus égaux, et du coup, ça permet à un pouvoir immense et tutélaire, centralisé, dit-il, de s'installer dans une espèce de face-à-face dans lequel il n'y a plus de corps intermédiaires. Il n'y a plus d'espace intermédiaire entre, d'un côté, la pluralité du peuple, de la masse, qui est une collection d'individus isolés les uns des autres, qui chacun cherche leur bonheur privé de leur côté, et puis de l'autre, un État centralisé extraordinairement fort. Il y a là le risque de ce qu'on pourrait appeler un totalitarisme mou, pas méchant. Tocqueville parle d'un pouvoir tutélaire, pas un pouvoir despotique à l'ancienne, dit-il. Il n'y a pas de mot pour le décrire, dit-il, parce que c'est pas un pouvoir tyrannique, c'est pas un pouvoir méchant, c'est un pouvoir prévoyant et doux, dit-il, qui s'occupe de tout. C'est la sécurité sociale, c'est l'État-providence qu'il décrit beaucoup plus qu'un État totalitaire. Mais évidemment, avec un très grand risque, c'est la perte de la passion politique. Le grand risque, c'est l'apathie politique d'individus qui sont repliés sur leur sphère privée et qui laissent l'État s'occuper de la sphère politique. Que ne peut-il leur ôter la peine de penser, dit Tocqueville. Ce serait l'idéal. L'État s'occupant de tout, prévoyant et doux, mais du coup, risque de disparition de la liberté politique. Cette liberté à laquelle Rousseau est si attaché, cette liberté des anciens, cette liberté de participation au profit de la seule liberté économique. Voilà le risque fondamental de cet univers démocratique. La troisième idée que je trouve vraiment passionnante et qui est extraordinairement profonde, c'est la théorie des révolutions. Qu'est-ce que c'est que la Révolution française? Qu'est-ce que c'est qu'une révolution en général? Et là, on voit apparaître chez Tocqueville une interprétation politique de la période révolutionnaire par opposition à l'interprétation marxienne qui est une interprétation économique. Il faut rappeler que Tocqueville et Marx sont contemporains, ils ne se connaissent pratiquement pas, ils ne parlent jamais l'un de l'autre, mais ils sont contemporains. Tous les deux vont produire une grande interprétation de la Révolution française. C'est intéressant de les comparer. Marx à partir des conflits économiques, une interprétation d'ailleurs très puissante, on y reviendra quand on parlera de Marx, mais Tocqueville, lui, va donner de la Révolution française et des révolutions en général une interprétation politique. Qu'est-ce que c'est que cette interprétation politique? L'idée est la suivante. Elle est merveilleusement développée dans un petit texte de 1834 qui s'appelle « Sur l'état social et politique de la France ». Ah, c'est ce texte-là qu'il faut lire d'abord et avant tout. Il résume à la fois la démocratie en Amérique et puis l'Ancien Régime et la Révolution. C'est un texte que Tocqueville écrit pour son ami Stuart Mill qui va être traduit en anglais. Et c'est un texte synthétique absolument extraordinaire dans lequel Tocqueville présente pour la première fois cette théorie des révolutions. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que l'égalisation des conditions
est en marche, selon Tocqueville, depuis le XIe ou le XIIe siècle. Pourquoi ? Eh bien, parce que tout concourt à l'égalité dans notre société française et de manière générale dans les sociétés modernes. Tout concourt à l'égalité, même quand on ne veut pas de l'égalité. Par exemple, dit-il, les rois, sans le savoir, sans le vouloir, ont constamment concouru à produire l'égalisation des conditions. Quand ils ont été très bons, dit-il, comme Louis XIV, par exemple, ou comme Louis XI, eh bien, ils ont travaillé à élever le peuple et donc à le rapprocher des classes supérieures. Quand ils ont été très mauvais, dit-il, comme Louis XV, par exemple, eh bien, ils se sont abaissés dans la poussière, mais du coup, ils se sont aussi rapprochés du peuple. Les uns en élevant le peuple, les autres en abaissant l'aristocratie. L'aristocratie elle-même, par ses propres conflits internes, eh bien, ces classes supérieures, rapprochées elles-mêmes du peuple, soit en l'élevant, soit en s'abaissant elle-même. Et puis de l'autre côté, le peuple, eh bien, les industriels se sont élevés, se sont enrichis, les financiers se sont eux aussi enrichis, mais les lettrés, les philosophes du XVIIIe siècle, des gens comme Voltaire, par exemple, se sont élevés eux aussi. Et finalement, dit Tocqueville, les classes qu'on considérait naguère encore comme inférieures sont devenues parfaitement semblables aux classes supérieures. Elles s'habillaient de la même façon. Elles lisaient les mêmes livres, elles avaient le même goût du luxe, elles s'étaient enrichies. Souvent, elles étaient plus riches, ces classes bourgeoises, que les classes aristocratiques, de telle sorte qu'au final, les classes bourgeoises et les classes aristocratiques, je mets au pluriel parce qu'il y avait des industriels, des financiers, des lettrés, par exemple, dans la bourgeoisie, eh bien, ces deux grands groupes étaient devenus parfaitement semblables. Qu'est-ce qui les séparait encore ? Le droit et la politique. Les fameux privilèges, le fait que les aristocrates avaient leurs tribunaux, ils avaient leurs châteaux, ils avaient leurs privilèges d'État. Et qu'est-ce que va faire la Révolution française ? C'est la fameuse nuit du 4 août, c'est le symbole absolu pour Tocqueville, et je pense qu'il a raison, de la Révolution française, c'est l'abolition des privilèges. Lorsque les classes sociales sont devenues très semblables, que les individus se ressemblent jusque dans les manières, dit Tocqueville, et il comprend très bien déjà cette logique de la distinction sociologique, lorsque les manières sont les mêmes, lorsque les lectures sont les mêmes, lorsque les modes de vie sont les mêmes, mais qu'en revanche, le système politique et juridique consacre des différences abyssales, des différences gigantesques, eh bien, il y a un clash, il y a une période de révolution qui s'ouvre pour mettre en quelque sorte le droit et la politique en harmonie avec les mœurs. C'est exactement ce qui se passe selon Tocqueville avec la Révolution française, mais dans toutes les révolutions, il y a ce rapprochement des mœurs dû à la dynamique de l'égalité qui fait exploser un vieux système juridique et politique qui, lui, maintient les inégalités de manière exorbitante, de manière absurde. On voit ça, en effet, dans toutes les révolutions. Et puis, le quatrième pilier, c'est l'idée que si cette logique de la démocratie est une logique nécessaire, autrement dit, tout concourt, il y a une espèce de ruse de la raison, aurait dit Hegel. Tocqueville parle de la providence. Il dit c'est comme si l'histoire était providentielle, comme si elle était guidée par la main de Dieu. Évidemment, il n'est pas théologien, il ne pense pas que c'est vrai, mais c'est une image. Tout concourt à l'égalisation des conditions, tout concourt à l'avènement de la démocratie, et ce concours est nécessaire. Cette évolution, comme chez Hegel ou comme chez Marx, c'est une évolution nécessaire de l'histoire. Alors, quelle marge de liberté nous reste-t-il dans cette affaire ? C'est ça la quatrième grande interrogation, la quatrième grande thématique de Tocqueville. Il va rester par rapport à ce gigantesque mouvement qui s'empare de toutes les sociétés modernes, de la démocratie américaine comme de la démocratie française, par exemple. Eh bien, il reste malgré tout une marge de liberté, il reste deux évolutions possibles. Deux évolutions possibles. L'évolution à la française, qui est une évolution dans laquelle nous sommes tellement, nous Français, passionnés par l'égalité, que nous rentrons dans cette logique infernale où de l'atomisation du social, de cette collection d'individus égaux centrés sur leur vie privée, face à un immense pouvoir centralisé qui est typique de cette situation française où, en effet, depuis des siècles et des siècles, bien avant les Jacobins, bien avant la Révolution française, la royauté elle-même avait concouru à la centralisation du pouvoir. C'est toute l'affaire de Versailles, de Louis XIV, qui va affaiblir les nobles de province et qui va centraliser le pouvoir à Versailles. C'est déjà l'œuvre des rois eux-mêmes, des plus grands, Louis XIV, du plus grand peut-être aux yeux de Tocqueville. C'est déjà leur œuvre que d'égaliser les conditions d'un côté, donc de produire l'atomisation du social, mais aussi de centraliser le pouvoir à Paris, ou en tout cas à Versailles, et d'affaiblir les contre-pouvoirs de province, c'est-à-dire les aristocraties de province. Eh bien, la Révolution avec les Jacobins ne fait que poursuivre cette œuvre de centralisation déjà mise en place par la royauté. Et le grand risque pour Tocqueville, c'est que cette égalisation des conditions soit nuisible à la liberté,
que face à ce pouvoir immense et tutélaire, centralisé à Paris, les individus n'aient plus rien de ce que Rousseau appelle la démocratie. Même si Tocqueville est favorable à une démocratie représentative, il est quand même favorable à la démocratie. Et donc là, on risquerait de perdre la démocratie au profit d'un État despotique, doux, mais despotique quand même. Et l'autre évolution possible, eh bien, c'est l'évolution qu'il voit aux États-Unis, d'où son grand livre sur la démocratie américaine. Il voit aux États-Unis cette tentation, ou cette tentative, réussie d'ailleurs à ses yeux, de reconstituer des contre-pouvoirs par rapport au pouvoir d'État, par rapport à la centralisation d'État. Et ces contre-pouvoirs, ce sont les associations. L'idée que les Américains sont passionnés par les associations, ils ont des clubs, ils ont toutes sortes d'associations diverses, et puis c'est un État fédéral, c'est pas un État centralisé. Il y a donc des provinces, il y a des gouvernements de provinces qui sont un peu l'équivalent des bailliages dans le monde féodal et aristocratique. Eh bien, il y a cette tentative de reconstituer des contre-pouvoirs, voilà, le cœur d'une pensée libérale, une pensée des contre-pouvoirs. Il y a cette tentative aux États-Unis de reconstituer des contre-pouvoirs qui soient l'analogue moderne de ce qu'étaient les noblesses de province, les parlements de province, par exemple, dans la société de l'Ancien Régime. Eh bien, la grande question de Tocqueville, c'est la question de savoir ce que nous serons, nous Français, capables de constituer comme contre-pouvoir par rapport à la centralisation de l'État. Et c'est amusant de voir qu'on aura, par exemple, une tradition tocquevillienne de gauche en France, incarnée par des hommes politiques comme Michel Rocard, par la deuxième gauche, qui sera une gauche soucieuse de décentralisation, soucieuse de syndicalisme, soucieuse de reconstituer des contre-pouvoirs par rapport à l'État. La deuxième gauche sera toujours une gauche favorable à la société civile, hostile à la première gauche archaïque qui veut toujours que l'État intervienne en permanence pour corriger les méfaits de la société civile. On aura une deuxième gauche libérale, d'ailleurs la première le lui reprochera assez, d'être une gauche américaine, on dira, c'est pas un hasard, tout ça est lié à cette analyse de Tocqueville et à l'idée que donc il y a deux évolutions possibles de la démocratie, une évolution vers la centralisation à la française et puis une évolution vers la décentralisation avec des contre-pouvoirs à l'américaine. Alors, en conclusion, peut-être 3 éléments de conclusion. Le premier élément, c'est qu'évidemment, Tocqueville a raison, la passion démocratique, elle ne cesse pas dans notre univers moderne, elle s'empare sans cesse davantage des peuples démocratiques et donc, en période de crise en particulier, cette passion démocratique, elle s'exacerbe, elle devient une passion dominante et les politiques ont évidemment intérêt à lire un peu Tocqueville pour comprendre à quel point tout ce qui touche à la démocratie au sens de l'égalité des conditions est explosif. On ne peut plus se permettre dans cet univers d'égalisation des conditions de faire des politiques qui soient des politiques injustes, des politiques inégalitaires. N'oublions jamais qu'avec la laïcité, la passion de l'égalité reste la première passion française. De ce point de vue, Tocqueville a évidemment raison. La deuxième remarque, c'est que Tocqueville pose au passage une question absolument immense, qui est la question de la platitude démocratique. À partir du moment où un univers, l'univers démocratique, est un univers qui est de part en part à l'échelle humaine, qui est de part en part fabriqué par les humains et pour les humains, est-ce que le grandiose est encore possible? Est-ce que la grandeur est encore possible? Non seulement dans l'univers politique, mais dans l'univers esthétique, dans l'univers littéraire, dans l'univers philosophique, dans l'univers de la pensée. Si la grandeur, c'est l'incarnation d'une transcendance par rapport à l'humanité. Si on est grand à proportion, si un individu est grand à proportion du fait qu'il réussit à incarner des valeurs supérieures et extérieures à l'humanité, alors évidemment, ce type de grandeur, ce type de transcendance disparaît de l'univers démocratique qui est, pour reprendre le titre d'un livre de Léon Blum, de part en part à l'échelle humaine. Grande question, est-ce que sur le plan politique, la platitude n'est pas ce qui menace comme sur le plan esthétique? Lorsqu'on regarde les grands hommes, même encore le général de Gaulle, il incarnait quelque chose de supérieur à l'individu, qui était l'idée de nation, par exemple, qui était certes déjà une idée humaine, pas une idée religieuse, mais il y avait de la sacralité dans l'idée de nation, dans la mesure où la nation était plus que la somme des individus qui la composent, c'était une entité supérieure. Lorsque le général de Gaulle est mort, certains journaux, y compris de gauche, titraient « La France est veuve ». De quel homme politique dirions-nous aujourd'hui s'il mourait que la France est veuve? Dans une démocratie, ça n'a même plus de sens, ça ferait sourire, ça prêterait même à rire. Et donc on voit que la question de la platitude est la grande question posée par l'évolution des démocraties, mais évidemment, elle se pose aussi dans l'univers de la littérature ou dans l'univers des arts,
l'histoire comme dans l'univers politique. Je ne dis pas que Tocqueville a la réponse ou que nous l'avons, mais la question certainement mérite d'être posée. Et puis peut-être le troisième point, c'est autour du débat qui eut lieu à propos de la question de la fin de l'histoire. Un Tocquevillien, d'ailleurs, Francis Fukuyama, un philosophe américain d'origine japonaise, a défendu, il y a une vingtaine d'années, dans un livre qui est devenu célèbre, cette idée que nous vivions la fin de l'histoire. Et ça a fait rire tous les intellectuels français qui ont évidemment pris la formule au pied de la lettre, sans réfléchir beaucoup. La plupart du temps, ils ont déclaré évidemment que la thèse de Fukuyama était absurde, que c'était idiot, que l'histoire continuait. La preuve, regardez, la révolution iranienne, que sais-je, telle ou telle la chute du mur de Berlin. Bon, et donc ils n'ont évidemment rien compris à ce que voulait dire Fukuyama dans cette perspective à la fois hegelienne et tocquevillienne, mais en l'occurrence très proche. L'idée est la suivante, c'est que si on considère que l'essence de l'humanité, et c'est ce que considèrent aussi bien Rousseau que les libéraux, c'est la liberté. Si le propre de l'être humain, c'est la liberté. Si la grande question que pose Rousseau, quelle éducation convient à des êtres libres, quelle politique convient à des êtres libres, est la bonne question, même si les divergences existent au sein des réponses entre démocrates et libéraux, entre Rousseau et Tocqueville, si la vraie question, c'est la question de la liberté humaine, alors il faut bien voir que la forme de la démocratie participative ou démocratie libérale, peu importe. La forme de la démocratie est la forme politique qui convient à l'humanité. Il n'y en a pas d'autre possible. C'est ça la fin de l'histoire. Vous pouvez toujours essayer d'imaginer d'autres régimes politiques que le régime démocratique, vous n'y parviendrez pas. Voilà ce que dit Fukuyama. Il ne dit pas qu'il n'y aura pas d'événements historiques, il ne dit pas qu'il n'y aura pas de guerre, il ne dit pas qu'il n'y aura pas des retours en arrière, ou qu'il y aura des événements imprévus. Il dit simplement que nous sommes incapables d'imaginer une autre forme politique convenable pour l'humanité que la forme démocratique, parce que c'est celle qui convient à un peuple d'être libre, et que si on pense que l'essence de l'humanité c'est la liberté, il n'y a pas d'autre forme politique possible que la forme démocratique. Il y peut y avoir des retours en arrière. La révolution iranienne est un retour en arrière. On peut revenir, il est possible que tel ou tel pays bascule dans le fascisme ou bascule d'ailleurs dans le fascisme rouge ou brun, qu'on revienne à des formes de despotisme asiatique ou que l'hypothèse communiste revienne à l'ordre du jour, que sais-je. Personne ne peut en effet prévoir la suite de l'histoire. Mais ce seront des régressions, ce ne seront pas des nouveautés. On a déjà connu tout ça. Et au fond, ce que veut dire Fukuyama, dans le sillage de Tocqueville et de Hegel, c'est que la forme de la démocratie est ce qui convient à l'humanité, si on a bien compris ce qu'était l'humanité, c'est-à-dire un cortège de peuples libres, eh bien, d'une certaine manière, on pourrait dire que la démocratie n'est pas simplement l'horizon indépassable de notre temps, comme on avait dit à propos du marxisme, mais c'est l'horizon indépassable de l'humanité. C'est en tout cas la conviction de Rousseau, c'est la conviction de Tocqueville, quelles que soient par ailleurs les divergences qui peuvent les séparer, et c'est cela qu'on pourrait appeler en un sens la fin de l'histoire, c'est-à-dire le fait qu'on va perfectionner sans doute les régimes démocratiques, on peut les améliorer par mille biais, mais c'est dans cette forme politique, cette forme qu'est la démocratie, que l'humanité désormais se développera, ou alors elle ne connaîtra que des régressions. Voilà l'idée, et cette idée évidemment n'a rien d'absurde, contrairement à ce que